L'an 2440. Rêve s'il en fut jamais. De Louis-Sébastien Mercier. Chapitre 29. Les gens de lettres. En sortant de la bibliothèque, un particulier, qui ne m'avait pas dit un mot depuis 3 heures, m'arrêta, et nous liâmes conversation ensemble. Elle tomba sur les gens de lettres. J'en ai peu connu de mon temps, lui dis-je, mais ceux que j'ai fréquentés étaient doux, honnêtes, modestes, pleins de probité. Aurait-il eu des défauts, il les rachetait par tant de qualités précieuses qu'il aurait fallu être incapable d'amitié pour ne point s'attacher à eux. L'envie, l'ignorance et la calomnie ont défiguré le caractère des autres, car tout homme public est exposé aux sots discours du vulgaire, tout aveugle qu'il est, il prononce hardiment. Les grands, privés pour la plupart de talent comme de vertu, étaient jaloux de ce qu'ils attachaient les regards de la nation, et feignaient de les mépriser. Ces écrivains avaient encore à combattre le goût dédaigneux du public, qui d'autant plus avare de louanges qu'il était riche de leurs travaux, abandonnait quelquefois des chefs-d'œuvre pour aller s'extasier à quelques plates bouffonneries. Enfin ils avaient besoin du plus grand courage pour se soutenir dans une carrière où l'orgueil des hommes leur offrait 1000 dégoûts, mais ils ont bravé, et l'insolent mépris des grands, et les propos imbéciles du vulgaire, la renommée juste, en flétrissant leurs adversaires, a couronné leurs nobles efforts. Je les reconnais à ce portrait, me dit poliment mon interlocuteur. Les gens de lettres sont devenus les citoyens les plus respectables. Tous les hommes éprouvent le besoin d'être émus, attendris, c'est le plaisir le plus vif que l'âme puisse goûter. C'est à eux que l'État a confié le soin de développer ce principe des vertus. En peignant des tableaux majestueux, attendrissants, terribles, ils rendent les hommes plus susceptibles de tendresse, et les disposent en perfectionnant leur sensibilité à toutes les grandes qualités dont elle est l'origine. Nous trouvons, poursuivit-il, que les écrivains de votre siècle, du côté de la morale et des vues profondes et utiles, ont surpassé de beaucoup les écrivains du siècle de Louis XIV. Ils ont peint les fautes des rois, les malheurs des peuples, les ravages des passions, les efforts de la vertu, les succès même du crime. Fidèles à leur vocation, ils ont eu le courage d'insulter au trophée sanglant que la servitude et l'erreur avaient consacré à la tyrannie. Jamais la cause de l'humanité ne fut mieux plaidée, et quoiqu'il l'ait perdue par une fatalité inconcevable, ces intrépides avocats n'en sont pas moins demeurés couverts de gloire. Tous ces traits de lumière échappés à ces âmes fortes et courageuses, se sont conservés et transmis d'âge en âge. Tel un germe longtemps foulé aux pieds, est tout à coup transporté par un vent favorable. S'il trouve un abri commode, il croît, s'élève, forme un arbre, dont le feuillage épais devient à la fois un ornement et un asile. Si plus éclairés sur la véritable grandeur, nous méprisons le faste et l'ostentation des puissances, si nous avons tourné nos regards vers des objets dignes de la recherche des hommes, c'est aux lettres que nous en sommes redevables. Nos écrivains ont encore surpassé les vôtres en courage. Si quelques princes s'écartaient des lois, ils feraient revivre ce tribunal fameux à la Chine, ils graveraient son nom sur les reins terribles où sa honte vivrait éternellement. L'histoire est entre leurs mains, l'écueil de la fausse gloire, l'arrêt porté contre les illustres criminels, le creuset où le héros disparaît s'il n'a pas été homme. Et que les maîtres du monde, qui se plaignent que tout ce qui les approche ressent la contrainte et la dissimulation, soient confondus. N'ont-ils pas toujours auprès d'eux ces orateurs muets, indépendants, intrépides, qui peuvent les instruire sans les offenser, et qui n'ont auprès de leur trône ni faveur à obtenir ni disgrâce à craindre? Nous devons rendre justice à ces nobles écrivains, c'est qu'il n'est point d'État parmi les hommes qui ait mieux rempli sa destination. Les uns ont foudroyé la superstition, les autres ont soutenu les droits des peuples. Ceux-ci ont creusé la mine féconde de la morale, ceux-là ont montré la vertu sous les traits d'une indulgente sensibilité. Nous avons oublié les faiblesses particulières qu'en qualité d'hommes ils ont pu avoir. Nous ne voyons que cette masse de lumière qu'ils ont formée, agrandie,
c'est un soleil moral qui ne s'éteindra plus qu'avec le flambeau de l'univers. Je voudrais bien jouir de la présence de vos grands hommes, car j'ai toujours eu un attrait particulier pour les bons écrivains. J'aime à les voir et surtout à les entendre. Vous tombez fort bien, on ouvre aujourd'hui les portes de l'Académie, l'on doit y recevoir un homme de lettres. À la place, sans doute, d'un académicien décédé? Que dites-vous? Le mérite doit-il attendre que le glaive du trépas ait frappé une tête pour venir occuper sa place? Le nombre des académiciens n'est point fixé, chaque talent trouve sa couronne. Il en est assez pour les récompenser tous. Chapitre 30. L'Académie française. Nous nous acheminâmes vers l'Académie française. Elle avait conservé son nom, mais que sa situation était différente. Que le lieu où elle tenait ses assemblées était changé. Elle n'habitait plus le palais des rois. Aux révolutions étonnantes des âges. Un pape s'est assis à la place des Césars. L'ignorance et la superstition ont habité Athènes. Les beaux-arts ont volé en Russie. Aurait-on cru de mon temps que ce mont, autrefois tant ridiculisé pour avoir laissé remarquer sur son sommet quelques ânes paissant des chardons, était devenu la fidèle image du Parnasse antique, le séjour du génie, la demeure des fameux écrivains? Aussi avait-on aboli le nom de Montmartre, mais par pure complaisance pour les préjugés reçus. Ce lieu auguste, ombragé de toutes parts de bois vénérables, était consacré à la solitude. Une loi expresse défendait qu'on frappât l'air aux environs d'aucun bruit discordant. Les carrières de plâtre étaient taries. La terre avait enfanté de nouveaux lits de pierre pour servir de fondement à ce noble asile. Cette montagne, favorisée des plus doux regards du soleil, nourrissait des arbres, dont les sommets élancés tantôt se croisaient dans les airs, tantôt laissaient de distance en distance quelques points entr'ouverts par où l'œil avide s'échappait vers les cieux. Je monte avec mon guide, j'aperçois çà et là de jolis ermitages, éloignés les uns des autres. Je demandai qui habitait ces bosquets demi-sombres, demi-éclairés, dont l'aspect avait quelque chose d'intéressant. Vous ne tarderez pas à le savoir, me dit-on, hâtez-vous, l'heure approche. En effet, je vis un grand nombre de personnes qui arrivaient de côté et d'autres, non en carrosse, mais à pied. Leur conversation semblait plus vive et plus animée. Nous entrâmes dans un édifice assez vaste, mais très simplement décoré. Je n'aperçus aucun Suisse, armé d'une lourde hallebarde, à la porte du paisible sanctuaire des Muses, rien ne m'empêcha de passer avec la foule des honnêtes gens. La salle était fort sonore, de manière que la plus faible voix académique se faisait distinctement entendre dans les points les plus éloignés. L'ordre qui régnait dans les places n'était pas moins remarquable. Plusieurs rangs de gradins tapissaient le contour de la salle, car ce peuple savait que l'oreille doit être à son aise à l'Académie, comme l'œil au salon de peinture. Je considérai le tout à mon aise. Le nombre des sièges académiques ne me parut pas ridiculement fixé, mais ce qu'il y avait de particulier, c'est que chaque fauteuil était surmonté d'un drapeau flottant. Dessus on lisait distinctement le titre des ouvrages de l'académicien dont il ombrageait la tête. Chacun pouvait s'asseoir dans un fauteuil, sans autre formule, sous la seule loi qu'il déploierait le drapeau où seraient inscrits ses titres. On se doute bien que personne n'osait arborer le drapeau blanc, comme faisaient dans mon siècle, évêques, ducs, maréchaux, précepteurs. On osait encore moins produire à l'œil sévère du public le titre d'un ouvrage médiocre ou servilement imitateur. Il fallait que ce fût un ouvrage qui marquât un nouveau pas dans la carrière des arts, et le public n'adoptait aucun livre qui ne l'emportât sur le dernier qui traitait de la même matière. Mon guide me tira par la manche. Vous avez un air bien étonné, mais voici de quoi l'être encore plus. Vous avez vu sur votre chemin plusieurs de ces retraites isolées et charmantes qui ont attiré vos regards. Eh bien,
C'est là que se retire l'homme frappé du pouvoir inconnu qui lui commande d'écrire. Nos académiciens sont des chartreux. C'est dans la solitude que le génie s'étend, se fortifie, s'élance de la voie commune pour s'ouvrir de nouveaux sentiers. Quand l'enthousiasme vient-il à naître? C'est quand l'auteur descend en lui-même, qu'il creuse son âme, cette mine profonde dont le possesseur ignore quelquefois toute la valeur. La retraite et l'amitié, quels dieux inspirateurs! Que faut-il de plus à des hommes qui cherchent la nature et la vérité? Où font-elles entendre leur voix sublime? Est-ce dans le tumulte des villes, parmi cette foule de petites passions qui, à notre insu, assiègent nos cœurs? Non, c'est à la campagne où l'âme se rajeunit, c'est là qu'elle sent la majesté de l'univers, cette majesté éloquente et paisible, l'expression paraît sans flamme, le sentiment la frappe, la colore, et l'image devient plus grande, comme l'horizon qui nous environne. De votre temps, les gens de lettres se répandaient dans les cercles pour y amuser des femmelettes et pour obtenir d'elles un sourire équivoque, ils sacrifiaient des idées mâles et fortes à l'empire superstitieux de la mode, ils dénaturaient leur âme en voulant plaire à leur siècle. Au lieu d'envisager l'auguste série des siècles à venir, ils se rendaient esclaves d'un goût momentané, ils couraient enfin après des mensonges ingénieux, ils étouffaient cette voix intérieure qui leur criait. Sois sévère comme le temps qui fuit. Sois inexorable comme la postérité. D'ailleurs, ils jouissent ici de cette heureuse médiocrité qui, parmi nous, est la souveraine richesse. Nous n'allons point les interrompre pour nous distraire, ou pour épier les moindres mouvements de leur âme, ou pour nous vanter seulement de les avoir vus. Nous respectons leur temps, comme nous respectons le pain sacré de l'indigent, mais attentifs à tous leurs besoins, au moindre signal ils se trouvent satisfaits. S'il est ainsi, vous devez avoir beaucoup de presse. Ne se trouverait-il pas des gens qui prendraient ce titre pour honorer leur paresse ou leur faiblesse réelle? Non, c'est ici un séjour lumineux, où les moindres tâches se font aisément reconnaître. Le fourbe et l'imposteur fuient ces lieux, ils ne peuvent regarder en face l'homme de génie dont rien n'abuse l'œil pénétrant. Quant à celui que la présomption y conduirait en raison inverse de son incapacité, il est des personnes charitables qui s'empresseraient à le guérir, à le dissuader d'un projet qui ne tournerait pas à son honneur. Enfin, la loi porte. Notre conversation fut interrompue par un silence général qui se fit tout à coup dans l'assemblée. Mon âme passa tout entière dans mon oreille, lorsque je vis un des académiciens s'apprêter à lire un manuscrit qu'il tenait en main, et d'assez bonne grâce, ce qui n'est pas à dédaigner. Trop ingrate mémoire, sois maudite. Quel tour la perfide m'a joué! Oh, que ne puis-je me souvenir ici du discours éloquent que prononça cet académicien. La force, la méthode, l'arrangement du style me sont échappés, mais l'impression en est restée vivement empreinte dans mon âme. Non, jamais je ne me sentis si transporté. Le front de chaque assistant peignait le sentiment dont j'étais moi-même pénétré, c'était une des jouissances les plus délicieuses que mon cœur ait éprouvées. Que de profondeur! D'image! De vérité! Quelle flamme auguste! Quel ton sublime! L'orateur parlait contre l'envie, les sources de cette funeste passion, ses horribles effets, l'infamie dont elle a souillé les lauriers qui couronnaient plusieurs grands hommes. Tout ce qu'elle a de vil, d'injuste, de détestable, était si fortement exprimé, qu'en déplorant les malheureuses victimes de cette aveugle passion, on frémissait en même temps de porter en soi-même un cœur infecté de ces poisons. Le miroir était si adroitement présenté devant chaque caractère particulier, leur petitesse se montrait sous tant de faces ridicules et variées. Le cœur humain était approfondi d'une manière si neuve, si fine, si piquante, qu'il était impossible de ne pas s'y connaître ou de s'y reconnaître sans former le dessein d'abjurer cette misérable faiblesse. La peur qu'on avait d'avoir quelque ressemblance avec le monstre affreux de l'envie produisit un effet salutaire. Je vis, au spectacle édifiant.
Au moment inouï dans les annales de la littérature. Je vis les personnes qui composaient l'assemblée se considérer d'un œil doux et caressant. Je vis les académiciens ouvrir mutuellement leurs bras, s'embrasser, pleurer de joie, le sein appuyé et palpitant l'un contre l'autre. Je vis, le croira-t-on, les auteurs répandus dans la salle imiter leurs transports affectueux, convenir des talents de leurs confrères, se jurer une amitié éternelle, inaltérable. Je vis des larmes d'attendrissement et de bienveillance couler de tous les yeux. C'était un peuple de frères qui avait substitué un applaudissement aussi honorable à nos stupides battements de main. Après qu'on eut bien savouré ces instants délicieux, après que chacun se fût rendu compte des sensations diverses qu'il avait ressenties, que chacun eût cité les morceaux qui l'avaient le plus frappé, après qu'on se fût renouvelé 100 fois le serment de s'aimer toujours, un autre membre de cette auguste société se leva d'un air riant. Un bruit flatteur se répandit dans toute la salle, car il passait pour un railleur socratique. Il éleva la voix et dit : « Messieurs, plusieurs raisons m'ont engagé à vous donner aujourd'hui un petit extrait assez curieux, je pense, de ce qu'était notre académie dans son enfance, c'est-à-dire, vers le XVIIIe siècle. Ce cardinal qui nous a fondés, et que nos prédécesseurs louaient à toute outrance, à qui on prêtait dans notre établissement les vues les plus profondes, ne nous a jamais institués, avouons-le, que parce qu'il faisait lui-même de mauvais vers qu'il idolâtrait et qu'il voulait qu'on admirât. Ce cardinal, dis-je, en invitant les écrivains à ne faire qu'un corps, dévoila son génie despotique, et les assujettit à des règles qu'a toujours méconnues le génie. Ce fondateur avait si peu l'idée d'une société pareille, qu'il crut ne devoir fonder que 40 places. Ainsi, vu les circonstances, Corneille et Montesquieu auraient pu se trouver à la porte et y rester pendant toute leur vie. Ce cardinal s'imagina en même temps que le génie serait obscur par lui-même, si les titres et les dignités ne venaient relever son néant. Lorsqu'il porta ce jugement étrange, sûrement il n'avait tant vu que des rimailleurs, tels que Colletet et ces autres poètes qui l'alimentaient par pure vanité. Il passa donc en coutume alors que ceux qui auraient de l'or en place de mérite, et des titres en place de génie, viendraient s'asseoir à côté de ceux dont la renommée publierait les noms dans toute l'Europe. Il en donna l'exemple le premier, et il ne fut que trop suivi. Ces grands hommes qui attirèrent l'attention de leur siècle, qui fixèrent tous ses regards en attendant ceux de la postérité, ayant couvert de gloire le lieu où ils tenaient leurs assemblées, l'homme titré et doré vint assiéger la porte. Il osa presque leur faire entendre qu'il venait faire rejaillir sur eux l'éclat de ses 20 cordons, et il crut bonnement, ou parut croire, qu'il suffisait de s'asseoir à leur côté pour leur ressembler. On vit des maréchaux tant vainqueurs que battus, des têtes mitrées qui n'avaient point fait leur mandement, des gens de robe, des précepteurs, des financiers vouloir passer pour beaux esprits, et n'étant tout au plus que la décoration du spectacle, se croire les véritables acteurs. À peine 8 ou 10 parmi les 40 figuraient par leur propre mérite, le reste était d'emprunt. Cependant il fallait la mort d'un académicien pour remplir une place qui, le plus souvent, n'en restait pas moins vide. Quoi de plus risible que de voir cette académie, dont la renommée allait aux deux bouts de la capitale, tenir ses assemblées dans une petite salle étroite et basse. Là, sur plusieurs fauteuils jadis rouges, paraissaient de temps à autre plusieurs hommes ennuyés, nonchalamment assis, pesant des syllabes, épluchant gravement les mots d'une pièce de vers, ou d'un discours en prose, pour couronner ensuite le plus froid de tous. Mais en revanche, observez-le bien, messieurs, ils ne se trompaient jamais dans le calcul des jetons qu'ils partageaient en profitant de l'absence de leurs confrères. Croiriez-vous qu'ils donnaient aux vainqueurs une médaille d'or au lieu d'un rameau de chêne, et que cette médaille portait pour devise cette inscription risible ? À l'immortalité ? Hélas ! Cette immortalité passait le lendemain dans le creuset d'un orfèvre, et c'était là l'avantage le plus réel qui resta à l'athlète couronné. Croiriez-vous que quelquefois ce petit vainqueur perdait la tête, tant son orgueil devenait fol et ridicule, et que les juges ne faisaient guère d'autre fonction que de distribuer ces prix inutiles,
dont personne ne se souciait même d'être informé? Leur salle n'était ouverte qu'au peuple auteur, et ce peuple n'entrait que par billets. Le matin, l'opéra venait chanter une messe en musique, puis un prêtre tremblant débitait le panégyrique de Louis IX, je ne sais trop pourquoi, le louait pendant plus d'une heure, quoiqu'il eût été assurément un mauvais sire. Puis l'on attendait l'orateur au morceau des croisades, ce qui allumait grandement la bile de l'archevêque, qui interdisait le prêtre orateur pour avoir eu la témérité de montrer du bon sens. Le soir succédait encore un autre éloge, mais comme celui-ci était profane, l'archevêque heureusement ne prononçait pas sur la doctrine qui y était renfermée. Il faut dire que le lieu où l'on faisait de l'esprit était défendu par des fusillés et par de gros Suisses qui n'entendaient pas le français. Rien n'était plus plaisant que de voir la maigre encolure d'un savant contraster à leur rencontre avec leur stature énorme et repoussante. On appelait ces jours-là « assemblées publiques ». Le public, il est vrai, s'y rendait, mais pour rester à la porte, ce qui n'était guère reconnaître la complaisance qu'on avait de venir les entendre. Cependant la seule liberté qui restait à la nation était de prononcer souverainement sur la prose et sur les vers, de siffler tel auteur, d'en applaudir tel autre, et parfois de se moquer d'eux tous. La rage académique s'emparait néanmoins de toutes les cervelles, tout le monde voulait être censeur royal, puis académicien. On comptait les jours de tous les membres qui composaient l'académie, on calculait le degré de vigueur que leur estomac conservait à table. Au gré des aspirants, la mortalité ne descendait pas assez promptement sur leur tête. Ils sont immortels, disait-on. L'un marmottait tout bas en voyant un élu. Ah! Quand pourrais-je faire ton éloge au bout de la grande table, le chapeau sur la tête, et te déclarer un grand homme conjointement avec Louis XIV et le chancelier Seguier, lorsque déjà oublié tu dormiras dans un cercueil à épitaphe. Enfin les riches complotèrent si bien dans un siècle où leur tenait lieu de tout le reste qu'ils chassèrent les gens de lettres, de sorte qu'à la génération suivante messieurs les fermiers généraux se trouvèrent possesseurs absolus des 40 fauteuils, où ils ronflèrent tout aussi à leur aise que leurs devanciers, et ils furent encore plus habiles qu'eux dans le partage des jetons. Alors naquit l'ancien proverbe. On ne peut entrer à l'académie sans équipage. Les gens de lettres désespérés, et ne sachant comment rentrer dans leur domaine usurpé, conspirèrent en forme, ils se servirent de leurs armes ordinaires, épigrammes, chansons, vaudevilles, ils épuisèrent toutes les flèches du carquois de la satire, mais hélas! Tous leurs traits devinrent impuissants. Le calus était tellement formé sur les cœurs, qu'ils n'étaient plus sensibles, même aux traits perçants du ridicule. Messieurs les auteurs auraient perdu leurs bons mots, sans le secours d'une grave indigestion qui surprit un jour les académiciens rassemblés à un festin splendide. Apollon, Plutus, et le dieu qui fait digérer, sont trois divinités brouillées ensemble. L'indigestion les accablant au double titre de financiers et d'académiciens, ils en moururent presque tous. Les gens de lettres rentrèrent dans leur ancien domaine, et l'académie fut sauvée. Il s'éleva dans l'assemblée un éclat de rire universel. Quelqu'un vint me demander à l'oreille si la relation était exacte? Oui, lui dis-je, à peu de choses près. Mais quand du sommet de 700 années on plonge ses regards dans le passé, il est aisé sans doute de donner des ridicules aux morts. Au reste, l'académie convenait même de montant que chaque membre qui la composait valait beaucoup mieux qu'elle. Il n'y a rien à ajouter à cet aveu. Le malheur est que dès que les hommes s'assemblent, leurs têtes se rétrécissent, comme l'a dit Montesquieu qui devait le savoir. Je passai dans la salle où se trouvaient les portraits des académiciens, tant anciens que modernes. Je contemplai les portraits de ceux qui doivent succéder aux académiciens actuellement vivants, mais pour ne chagriner personne, je me garderai bien de les nommer. Hélas! La vérité si souvent est cruelle, on l'aime, et les humains sont malheureux par elle. Voltaire.
Mais je ne puis me refuser à rapporter un fait qui causera sûrement beaucoup de plaisir aux âmes honnêtes, aimant la justice et détestant la tyrannie, c'est que le portrait de l'abbé de Saint-Pierre avait été réhabilité et remis dans son rang avec tous les honneurs dus à sa rare vertu. On avait effacé la bassesse dont l'Académie s'était rendue lâchement coupable, lorsqu'elle ploya sous le joug d'une servitude qui devait lui être étrangère. On avait placé ce digne et vertueux écrivain entre Fénelon et Montesquieu. Je donnai des louanges à cette noble équité. Je ne vis plus ni le portrait de Richelieu, ni le portrait de Christine, ni le portrait de, ni le portrait de, ni le portrait de, qui quoiqu'en peinture était souverainement déplacé. Je descendis de cette montagne, en reportant plusieurs fois la vue sur ces bosquets couverts, où résidaient ces beaux génies, qui dans le silence et la contemplation de la nature travaillaient à former le cœur de leurs concitoyens à la vertu, à l'amour du beau et du vrai, et je dis en moi-même: je voudrais bien me rendre digne de cette académie-là. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.